Bonjour, dans cette vidéo on va étudier une chaîne infinie de masse ressort et on va montrer que des ondes peuvent s'y propager. Alors voici le sujet. Donc là vous avez le système, les masses et les petits points bleus, qui sont toutes reliées entre elles par des ressorts dont la raideur est grand K, longueur à vide petit a. Alors j'ai déjà corrigé un sujet similaire, enfin le début c'est pareil. Par contre dans le précédent corrigé, j'avais aussi étudié des ondes stationnaires qui peuvent se former lorsqu'on prend non plus une chaîne infinie mais qu'un nombre fini de masses. Donc dans la description, vous avez le lien vers des vidéos qui sont un petit peu plus complètes sur le sujet. Donc là, je vais juste me contenter de montrer qu'il y a des ondes qui se propagent et également montrer que ces ondes, enfin des paquets d'ondes, lorsqu'ils se propagent, se déforment et on va calculer leur vitesse. Alors on va tout de suite démarrer la question 1. Alors question 1, on vous demande d'appliquer le principe fondamental de la dynamique à la énième masse. Donc un schéma est toujours le bienvenu. Je vais préciser le référentiel. On va dire terrestre supposé galiléen. Le système, il est suggéré par l'énoncé, c'est la énième masse. On va faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur mon système. Donc il y a le bilan des forces ou bilan des actions mécaniques. Donc la énième masse, elle est ici. Et donc vous avez des forces qui ne sont pas représentées, qui sont telles que la masse ne peut que se déplacer selon l'axe des X. Donc on va dire qu'il y a le poids et la réaction du support qui telle que la masse ne peut se déplacer que selon l'axe des X. Donc on peut dire que ces deux forces se compensent. Bon, mon idée c'est quand même de me débarrasser de ces forces, puisque c'est évidemment pas le problème dans cet exercice. Vous avez ensuite, donc ça c'est les forces qui m'intéressent, les forces de rappel des deux ressorts qui sont à gauche et à droite. Donc on va dire que cette force, je vais l'appeler F1. Donc c'est la force qui exerce la force qui exerce le ressort de gauche sur la masse N. Et on va tout de suite écrire son expression. F1, ça vaut quoi? Ça vaut moins grand K, c'est la raideur du ressort, fois la longueur de ce ressort, qui n'est rien d'autre que Xn, moins Xn moins 1. Moins L0, mais L0 c'est petit a, donc je le remplace tout de suite par petit a. Et le U extérieur, ce que j'appelle moi U extérieur, c'est un vecteur unitaire qui est dirigé vers l'extérieur du ressort. Donc il suffit de regarder où est la masse, elle est ici. Le ressort, c'est celui qui est à gauche. Et bien le U extérieur, il est suivant l'axe des X. Donc je vais mettre E de X. Et je vais pouvoir m'intéresser à l'autre force qui agit sur la masse. Donc c'est celle qui est du ressort de droite. Que j'appelle F2 pour fixer les notations. Et dans ce cas, F2, ça s'écrit moins K fois la longueur du ressort de droite. Donc si vous regardez le ressort qui se trouve à droite, sa longueur c'est Xn plus 1 moins Xn. Moins petit a, qui est la longueur à vide. Et cette fois-ci, ce que j'appelle U extérieur, donc c'est un vecteur unitaire qui est dirigé vers l'extérieur du ressort, mais cette fois-ci il est suivant moins X. Quand je regarde cette masse-là et ce ressort-là, et bien l'extérieur du ressort c'est moins X. Donc ici c'est moins E de X. Voilà, donc là j'ai fait le bilan des forces. J'applique le principe fondamental de la dynamique. Donc c'est la masse de la énième masse, donc je la note m petit n, bon en fait ce n'est rien d'autre que m, toutes les masses sont identiques. L'accélération
de la nème masse, et bien c'est la somme de toutes les forces. Donc là je note P plus R, mais je sais que ça fait 0. Je m'empresse de dire que ça fait 0, et je recopie, donc ça fait moins KXN. En fait non, je vais faire plus simple, c'est F1 plus F2. Je projette suivant l'axe horizontal, suivant l'axe OX, et ça donne ceci. Et donc on a M, donc toutes les masses sont identiques, donc je mets M. L'accélération de la nème masse, c'est xn secondes, c'est égal à moins k xn moins 1, moins petit a, plus grand K. Alors pourquoi il y a un plus? Parce que quand je projette moins de x, ça fait moins 1, avec le moins qui est devant dans l'expression de F2 qui est devant grand K, ça donne un plus. Donc ça, bon, c'est un petit calcul, je ne détaille pas. Et donc j'obtiens cette expression, je vais tout de suite la simplifier, ça donne mxn secondes. Je mets k en facteur, je vais avoir xn plus 1, le xn il apparaît deux fois avec un signe négatif, plus xn moins 1. Et là, sauf erreur, ça répond à la question 1. On va vérifier ça. Appliquer le PFD à la nème masse, oui c'est ça, j'ai sous-entendu établir l'équation différentielle, et on vous propose un candidat pour cette équation, ou plutôt non, une réécriture. La variable qui est intéressante pour moi, c'est pas xn, mais en fait c'est le déplacement de la nème masse par rapport à sa position d'équilibre, et en fait c'est u de n. Donc on va réécrire l'équation différentielle qu'on a obtenue, non pas avec xn, mais avec u de n. Voilà, donc j'ai un peu de rédaction. Je rappelle la définition de u de n. Xn, c'est n fois a plus u de n. Donc ça, c'est confère énoncé. Et on peut faire une remarque. Évidemment, le jour de l'épreuve, ça vous faites pas la remarque, c'est inutile. U de n est l'écart de la nème masse par rapport à sa position d'équilibre. Voilà, donc encore un petit peu de réaction. Je vais dériver deux fois l'expression xn égale na plus u de n. Donc ça va donner la chose suivante, ça fait xn point. C'est égal, n fois a, c'est une constante, donc ça fait un point. Je rappelle que quand je mets un point sur une grandeur, c'est une dérivée temporelle. Je dérive une seconde fois, évidemment je le fais parce que si je regarde l'équation différentielle, il y a la dérivée seconde, donc il faut que je la fasse apparaître. J'ai également besoin de xn moins 1, c'est n-1a plus u de n-1. Xn, ça je reprends tel quel l'énoncé. Et xn plus 1, c'est n plus 1 fois a plus u de n plus 1. Et ce que je fais maintenant, c'est que chacune de ces grandeurs, je vais la réinjecter dans l'équation différentielle. Donc ça donne ceci. Donc on réinjecte dans l'équation différentielle. Alors ça donne m fois xn secondes, donc c'est un secondes, donc ça c'est facile. C'est égal à k fois xn plus 1, donc ça fait n plus 1 petit a plus u de n plus 1 moins 2 fois na plus u de n plus n moins 1, ça c'est xn moins 1 a plus u de n moins 1. Donc je le reprécise, mais ici vous avez donc xn moins 1, là vous avez xn, et là vous avez xn plus 1. Et ce que vous remarquez, c'est que tous les termes en... Bon, je vais le détailler, mais c'est quand même à peu près évident.
Donc ça fait n fois a, plus a, moins 2na. Je ne vais pas l'écrire comme ça, donc c'est plus u de n plus 1, moins 2na, moins 2u de n, plus na, moins petit a, plus u de n moins 1. Et ce que vous constatez, vous pouvez déjà le voir avant, hein, c'est que tous les termes se simplifient. Donc par exemple le na et le na qui sont à gauche et à droite se simplifient avec le moins 2na. Et vous avez également ce terme-là qui simplifie avec celui-là. Et il me reste, tant mieux, il me reste juste... En fait c'est la même équation différentielle qu'avant. Donc c'est moins 2u de n plus u de n moins 1. Voilà, et ça répond à la question 2. J'ai une équation différentielle où petit a n'apparaît plus. Alors on pouvait s'en douter hein, que la longueur à vide des ressorts, finalement c'est pas un paramètre, enfin on peut se convaincre assez rapidement que c'est pas un paramètre pertinent. Donc passons à la question 3. On vous propose une solution. Alors la solution est de la forme, donc c'est marqué ici, c'est une onde progressive, hein, sinusoïdale, et il se trouve que c'est plus intéressant de travailler avec la notation complexe. Donc même si, comme ça, on pourrait se dire c'est plus compliqué, hein, parce qu'on manipule un outil, on va dire un petit peu plus évolué, mais il se trouve que faire ça, à la fin ça simplifie les calculs, comme on va le voir dans un instant. Alors, question 4. Donc le candidat qu'on propose en notation complexe, c'est un complexe, c'est de la forme a exponentielle, alors je ne voudrais pas faire de bêtises, i oméga t moins kna. I oméga t moins k fois n fois petit a. Ici, je le marque à côté, hein. Le complexe i est tel que i carré, ça vaut moins 1. Alors, on réinjecte, mais avant ça, du coup, il faut calculer u de n secondes, donc il faut que je le dérive 2 fois. Et vous savez que la dérivée d'une exponentielle, c'est vraiment très simple. Ce que je constate, c'est qu'en facteur du temps, il y a i oméga. Donc en fait, il y a juste i oméga qui va sortir, et sinon le reste n'est pas changé. Vous savez que l'exponentielle a quand même des bonnes propriétés vis-à-vis de la dérivée. Et même quand c'est une exponentielle complexe. Et bien quand je dérive une seconde fois, ça refait sortir un i oméga de l'exponentielle. Donc j'obtiens ce résultat. Et bien sûr, i carré, ça vaut moins 1, donc je peux aussi écrire, remplacer. Je n'écris pas u de n plus 1 et u de n moins 1, parce qu'il suffit juste de remplacer petit n par respectivement n plus 1 et n moins 1. Donc on réinjecte le candidat dans l'équation différentielle qu'on a obtenue à la question juste avant. Alors ça donne moins m oméga carré exponentielle i oméga t moins kna. Donc là vous reconnaissez m u de n secondes. C'est égal à k fois, et j'ai oublié le facteur grand A. U de n plus 1 c'est a i oméga t moins k n plus 1 fois petit a, moins 2 fois a exponentielle i oméga t moins kna, plus a exponentielle i oméga t moins k n moins 1 petit a. Et tout ça, je ferme la parenthèse. Vous reconnaissez u de n plus 1 ici,
Ici, vous reconnaissez U de n et U de n-1. Donc, quand on arrive là, il faut faire une petite réécriture parce qu'il y a, en fait, il y a quasiment tous les termes qui se simplifient. Alors, faisons cette petite réécriture. Donc là, je touche pas à ce terme-là. Ça fait. Alors, ce que je vais mettre en facteur, c'est exponentielle. C'est a exponentielle i oméga t moins k fois n fois petit a. Et si je regarde, il me reste ici i exponentielle moins i k petit a. Si vous regardez ce terme-là, et en mettant en facteur exponentielle i oméga t moins kna, il me reste juste ça de ce terme-là. Moins 2 fois, enfin moins 2, puisque en mettant en facteur exponentielle i oméga t moins kna, il reste que moins 2. Et le dernier terme qui reste, c'est i exponentielle ik. Et là, vous constatez que je peux simplifier le grand A. Le grand A est non nul, donc je peux le simplifier. Je peux également simplifier tout le terme en exponentielle i oméga t moins kna. Ce terme, je peux l'enlever. Là aussi, il est non nul, donc ça ne pose aucun problème. Donc évidemment, moi, dans mes calculs, je me contente de barrer le terme. C'est pas, ça peut se justifier proprement. Là, c'est vrai que je vais un petit peu vite, mais on le fait assez souvent, ça, de simplifier, sans forcément détailler l'explication. Donc je me retrouve avec exponentielle i ka plus exponentielle moins i ka moins 2. Et là, vous remarquez que ce truc-là, vous savez que c'est égal à, par définition, c'est 2 cosinus de k. Je le marque ici entre parenthèses. Cosinus x, c'est exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Donc ça, c'est le cours de mathématiques. Donc je ne détaille pas plus que ça. Allez, je mets entre guillemets. Et finalement, j'ai mon résultat. Alors, comment je dois le présenter? C'est ça. Donc c'est moins m oméga carré égale, le 2, je peux le mettre en facteur, cosinus de k moins 1. Et c'est exactement ce qu'on vous demande de montrer. Je ne l'ai pas fait différemment, enfin j'aurais pu faire le calcul non pas en complexe mais avec les formules trigonométriques, c'est beaucoup plus compliqué. Le fait d'utiliser la notation complexe fait que le calcul, finalement, il fait allez, 4 lignes, donc ça va extrêmement vite. Si on n'utilise pas la notation complexe, au lieu de ça, les formules trigo, on met beaucoup plus de temps à obtenir ce résultat. Alors, donc là, je réponds à la question... non, en fait, j'étais encore à la question 3. Donc, je passe à la question 4. Donc, en fait, c'était la question 3. La suite. Et je passe à la question 4, qui est extrêmement rapide à faire. Je vais simplement écrire que oméga carré, donc je continue mon calcul, en fait, oméga carré, c'est 2k sur m. Je vais changer le signe, ça fait 1 moins cosinus k. J'ai multiplié toute l'équation par moins 1, et finalement, je vais simplement dire que le terme qui est là, et je vais le mettre en bleu, ce truc là, c'est égal à oméga carré, oméga 0 carré. 2 oméga 0 carré, il ne faut pas que je me trompe, oui c'est 2 oméga 0 carré. Donc je vais dire que ce truc là, non, je vais le présenter différemment.
Voilà, donc je vais dire que ce terme-là, c'est oméga 0 carré. Et ça répond à la question 4. Donc c'est vraiment une toute petite question, hein, la question 4. C'est juste une réécriture. Passons à la question 5. On vous demande la célérité des ondes. Donc là, il faut utiliser un résultat de cours. La célérité, on a dans le cours, hein, d'après le cours, oméga égale k fois c. Je le mets entre guillemets parce que les notations du cours et les notations de l'exercice sont pas forcément les mêmes. Et donc finalement la vitesse des ondes, en fait ça correspond à c, et ben c'est égal à oméga sur k. Et ben ça tombe bien, j'ai l'expression d'oméga et on vous demande l'expression en fonction de a, oméga, petit a et oméga 0. Donc il faut que je remplace k par son expression en fonction de oméga. Donc on a besoin de l'expression de k en fonction d'oméga. Alors pour faire ça, on va utiliser l'expression qui est là, cette expression-là, et je vais isoler k en fonction d'oméga. Donc on utilise l'expression étoile. Alors ça donne le calcul suivant. Oméga carré sur 2 oméga 0 carré, c'est égal à 1 moins cosinus k. Donc ça donne... alors je peux utiliser... ouais, je vais l'écrire comme ça. Donc k c'est égal à 1 sur a arc cosinus sauf erreur de 1 moins oméga carré sur 2 oméga 0 carré. J'aurais pu faire une transformation de 1 moins cosinus k, je le fais pas, mais on peut réécrire en fait, au lieu d'utiliser un arc cosinus, on peut s'en sortir avec un arc sinus. Bon. Je vais le laisser comme ça. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Donc là c'est bon. On a juste à remplacer. Donc quand on réinjecte, finalement la vitesse de l'onde, que je peux noter C après tout, c'est oméga sur k, donc c'est, je recopie l'expression que j'ai obtenue, 1 moins oméga carré sur 2 oméga 0 carré. Et ça fait oméga fois a sur arc cosinus de 1 moins oméga carré sur 2 oméga 0 carré. Donc ça donne alors la courbe est tracée dans le sujet. Je peux peut-être le rajouter dans le corrigé après tout. Alors si on regarde le corrigé, en fait la courbe elle est tracée un petit peu plus bas. Bon, c'est pas obligatoire hein, évidemment de faire ça. Hein. Donc ça c'est la vitesse des ondes. Donc on va prendre chacun des chronogrammes et puis les exploiter pour déterminer la vitesse du paquet d'ondes. Hein, parce qu'en fait on se doute bien que c'est ça l'information importante. Alors si vous êtes observateur, vous remarquez que alors je vais zoomer un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Le paquet d'ondes se déforme un petit peu. Alors c'est très léger ici, on va mieux le voir lorsque la fréquence va augmenter. Alors à quoi je vois ça? Regardez les ondes qui sont à l'intérieur du paquet d'ondes,
on voit qu'elle ne se déplace pas à la même vitesse que le paquet d'ondes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pouvait intuiter dès le départ, puisque la vitesse de l'onde dépend de la fréquence ou de la pulsation. Et donc forcément, quand vous avez ce type de milieu de propagation où la vitesse dépend de la fréquence, il y a aucune, a priori le signal va se déformer. Alors il ne se déforme pas beaucoup, mais il se déforme un petit peu au cours de la propagation. Alors avant de démarrer la mesure de la vitesse, je voulais vous montrer ce que ça peut donner. Donc ça c'est une simulation, donc vous avez la chaîne infinie, donc vous la voyez, la perturbation mécanique. Et vous avez le chronogramme de la masse n égale 0 et n égale 30. Donc c'est ce graphique qui reproduit au niveau du sujet. Donc ce que vous avez là, c'est juste le chronogramme de ce qui se passe sur la masse 0, c'est ce que vous voyez au-dessus, ici. Voilà, pour ce chronogramme-là, c'est la masse 0. Et ici, c'est pour la masse n égale 30. Sachant qu'il y a 0,1 mètre d'écart entre les masses. Ça veut dire que la masse 30, en moyenne, elle est à 3 mètres. Et la masse 0, en moyenne, sa position d'équilibre, c'est 0. Donc on va regarder ça. Alors, ce que je vais faire, c'est... Comme a priori l'onde se déforme un tout petit peu, alors là c'est bon, assez léger à basse fréquence, mais je vais considérer non pas les... Je vais faire comme s'il n'y avait pas... Je ne fais pas attention aux ondes qui sont à l'intérieur du paquet d'ondes, mais je vais considérer la forme du paquet d'ondes. Ça veut dire que je vais prendre ce qu'on pourrait appeler l'enveloppe de ce paquet d'ondes, qui ressemble à ça. Et cette enveloppe-là, je vais la retrouver un petit peu plus loin. Et je vais regarder en fait comment se déplacer cette enveloppe entre la masse n égale 0 et n égale 30. Voilà, donc j'ai dessiné l'enveloppe et je vais repérer on va dire le maximum de la courbe. Donc là, le maximum, il est à peu près... Alors j'utilise le fait que j'utilise Paint et je sais où je peux mesurer les distances avec les pixels de l'image. Donc par exemple ici, le maximum de la courbe du dessus est à 1498 pixels. Et le maximum ici, c'est à peu près 1678. Ce que je vais faire ensuite, mon idée c'est de faire une règle de 3. Je sais que à 0 secondes, je suis à 1220 pixels, ici. Et je prends à 15 secondes, et je suis à 2054 pour 15 secondes. Donc si je regarde l'écart ici, je vais trouver 834 pixels. Donc finalement, je fais une règle de 3. Donc je retiens les noms, 180 et 834. Enfin, j'ai effacé tout ce que j'avais marqué en numéro de pixels. Hein. Donc je précise la méthode. Donc on utilise une règle de 3 pour calculer le décalage temporel, une règle de 3 pour calculer le décalage temporel, et je trouve 3,237 secondes. Donc allez, on va le noter comme ça. Donc 3,237 secondes. Secondes. Une fois que j'ai cette valeur, je peux calculer la vitesse de l'onde.
Donc j'ai de la place ici. Donc la vitesse de l'onde pour oméga égale 5 radians par seconde. Donc oméga égale 5 radians par seconde. Je trouve, donc c'est 3 mètres. Je sais que entre la 30e masse et la n égale 30 et n égale 0 pour les masses, j'ai exactement 3 mètres. Donc ça fait 3 mètres divisé par 3,237 secondes et ça nous donne, ça fait 0,927 mètres par seconde. Ça c'est pour la vitesse. Pour oméga égale 5 radians par seconde. Et je vais faire la même chose pour les autres chronogrammes. Donc je vais détailler le suivant, mais les autres, je vais simplement donner les résultats, puisque c'est exactement la même méthode. Voilà, pour oméga égale 10 radians par seconde, donc j'ai commencé à dessiner l'enveloppe pour la masse n égale 0. Je fais la même chose pour l'autre masse. Voilà pour la deuxième enveloppe. Et je vais calculer le décalage temporel. Donc je fais une nouvelle fois, je fais une règle de 3. Alors je trouve un décalage temporel de 3,14 secondes et j'en déduis la vitesse de l'onde pour oméga égale 10 radians par seconde. Donc c'est quasiment la même chose que tout à l'heure. Hein. Je trouve 0,937 mètres par seconde. Mètres par seconde. J'encadre le résultat. Et je vais le faire encore 2 fois pour les 2 derniers chronogrammes. Donc c'est pas un travail très difficile, il n'y a que à le faire 4 fois, donc ça va encore, hein, je trouve. Et je vais pouvoir comparer cette vitesse mesurée avec la courbe qu'on a calculée théoriquement. Je vais pouvoir passer au chronogramme suivant, donc pour 15 radians par seconde. Voilà, je mesure 4,316 secondes pour oméga égale 15 radians par seconde entre les deux enveloppes. Vous pouvez remarquer que bon, il faut quand même bien regarder, mais les ondes à l'intérieur du paquet d'ondes avancent un petit peu plus vite que le paquet d'ondes. Et je trouve une vitesse, donc pour oméga égale 15 radians par seconde, de... Alors je fais 3 mètres divisé par le temps que j'ai trouvé, 4,316, et ça donne, je trouve 0,695 mètres par seconde. On encadre le résultat. Je vais faire le dernier cas, et donc on voit que la vitesse, alors au départ la vitesse c'est quasiment 1 mètre par seconde, hein. Et là ça diminue, ça commence à diminuer, hein, 0,695, c'est vraiment très en dessous de ce que j'ai trouvé avant. Donc on voit que le paquet d'ondes il va moins vite lorsque la fréquence elle augmente. Voilà, j'ai fait la mesure du décalage temporel pour le oméga égale 18 radians par seconde, et on trouve une vitesse qui vaut donc c'est 3 divisé par 6,259. Bon là je mets trop de chiffres significatifs, hein. Je suis quand même pas aussi précis que ça, mais bon après tout bon, je veux dire qui peut le plus peut le moins. Après mettre autant de chiffres significatifs, c'était peut-être pas forcément utile, hein, d'avoir une détermination aussi précise du décalage temporel.
et on trouve 0,479 mètres par seconde. Et on va placer ces points-là, cette mesure, sur le graphique, et puis constater que ça colle pas du tout en fait. C'est-à-dire qu'il y a un désaccord, il va y avoir un désaccord entre le calcul théorique et ce qu'on a mesuré. Voilà, j'ai recopié le graphique sur le corrigé, et je vais placer les points de mesure que j'ai trouvés. Alors je vais les rappeler dans un petit tableau juste en dessous, et je vais placer les points. Donc voici toutes les valeurs que j'ai obtenues. Alors j'ai gardé que 2 chiffres significatifs parce que ça va être largement suffisant pour placer les points. Donc commençons par 5 mètres par seconde. Donc voici le premier point de mesure. Ensuite, passons au suivant, 0,94, donc il va pas être très loin. Alors, je vais placer le deuxième point. Il est ici. Passons au troisième point. Donc là, le troisième point, il va se situer au croisement, donc c'est ici. Et le dernier point à 18 radians par seconde. Voilà, j'ai placé le dernier point. Donc je constate que ça va pas du tout. Alors éventuellement les deux premiers points, donc celui-là et celui-là, on pourrait mettre ça sur le compte d'une erreur de mesure. Par contre, ce point-là et ce point-là, ils dévient complètement par rapport à ce que prévoit le calcul théorique. Donc là, on a un désaccord flagrant entre la prédiction théorique et ce qu'on a mesuré. Et ce qu'on va faire dans la suite, c'est justement essayer de comprendre d'où vient ce désaccord. En fait, la vitesse qui est représentée en bleu ici, c'est la vitesse des ondes qui sont à l'intérieur du paquet d'ondes, et c'est pas la vitesse du paquet d'ondes. Donc c'est ce qu'on voit dans la suite. Donc revenons au sujet. On vous explique, donc la suite du sujet permet d'expliquer le désaccord. Et on va montrer que la vitesse du paquet d'ondes, en fait, c'est pas oméga sur k, mais c'est la dérivée d'oméga par rapport à k. Donc pour démontrer ce résultat-là, on va considérer le paquet d'ondes où il y a le moins d'ondes possible, c'est-à-dire où il n'y a que 2 ondes. Et j'indice avec 1 l'onde 1 et l'indice 2 l'onde 2. Et pour simplifier, on va prendre S0 égale S1 égale S2. Donc c'est cette expression-là. Donc ça c'est l'onde que je vais maintenant étudier. Alors question 7. Petite question, c'est du cours. Vous avez une onde progressive qui s'écrit f de alpha t moins bêta x. Et on vous demande de montrer que la vitesse de l'onde, dans ce cas, c'est alpha sur bêta. Donc ça c'est vraiment du cours. Et dans la question suivante, on va simplement vous demander une réécriture, donc c'est pas très difficile parce que on vous donne la formule à appliquer juste en dessous. Donc là c'est vraiment une question où il y aura 2-3 lignes de calcul à écrire. Donc je vais faire les questions 7 et 8 dans la foulée. Alors pour la question 7, donc on a une onde qui s'écrit une onde progressive, donc c'est une fonction de alpha t moins bêta x. Je vais vérifier que c'est bien ça, le alpha t moins bêta x. Je ne me suis pas trompé. Et je peux l'écrire, on sait, donc or d'après le cours, plutôt or, une onde progressive s'écrit sous la forme f de x moins ct. Donc on va simplement identifier. Alors je vais réécrire, on réécrit l'expression étoile, c'est celle-là. Et ça donne, donc j'ai fait la réécriture de S, de X et de T. Et ça c'est bien une équation de la forme G, alors peu importe le nom de la fonction, hein, c'est G de X moins alpha sur bêta fois T. Donc il n'y a plus qu'à identifier. Hein. En identifiant, on a C égale
Donc C égale alpha sur bêta. Donc c'est, bon, vous donnez le résultat hein, dans le sujet, donc il n'y a pas de raison que vous trouviez pas, que vous le trouviez pas. L'important c'est de le justifier correctement. Donc je disais que je faisais les questions 7 et 8 dans la foulée. On vous donne l'expression du signal. S de x et de t, c'est S0, donc je peux le mettre en facteur cosinus oméga 1t moins k1 fois x, plus cosinus de oméga 2t moins k2 fois x. Et là, on utilise une formule trigo. Donc la formule trigo qui était donnée, c'est cos A plus cos B, c'est égal à 2 fois cos A plus B sur 2. Cosinus A moins B sur 2. Donc là, vous reconnaissez petit a, on va dire que c'est ce terme-là. On va dire que ça c'est petit a, et petit b, ça va être le terme qui est là. Donc j'applique la formule, hein, et c'est quasi immédiat. Donc S de x et de t, c'est égal à 2S0, cosinus de la somme. Donc je vais tout de suite faire oméga 1 plus oméga 2 sur 2 fois t, sur 2 fois t, moins k1 plus k2 sur 2 fois x, fois cosinus. Donc là aussi, le résultat étant donné, vous n'avez aucune raison de ne pas y arriver. Je vérifie juste, c'est oméga 1 moins oméga 2 sur 2 fois t. Et ici, on a, je vais mettre plus k1 plus, pardon, k2 moins k1 sur 2. Non, je suis en train de faire, non, je fais une erreur de calcul. Donc c'est moins k1 moins k2 sur 2 fois x. Voilà. Donc je peux encadrer ce résultat-là et on vous identifie immédiatement g et f. Hein, la fonction g, f c'est le premier terme et g c'est le deuxième. Donc là, donc je disais que le premier terme, on va dire que ça c'est f, et le deuxième terme c'est g. La courbe est tracée, donc vous avez en fait le tracé qui est donné. Je peux le copier-coller dans le corrigé. Hein. Voilà, et on vous explique qu'en fait l'enveloppe de la courbe, c'est la forme du paquet d'ondes, c'est la fonction g. Ça c'est important de comprendre ça, parce que c'est de là qu'on va déduire la vitesse justement du paquet d'ondes. Alors on va passer à la dernière partie du sujet. Donc la question 9, on vous demande de déterminer la vitesse de propagation de l'enveloppe, c'est-à-dire la vitesse de propagation de la fonction g. Et ensuite on vous demandera la vitesse de propagation des ondes dans l'enveloppe. Donc ça ce sera, on va regarder la fonction f. Et évidemment, question 9c, c'est laquelle des deux vitesses est la vitesse du paquet d'ondes. Bon, c'est clairement, ça va être très facile de répondre à cette question C. Et dans la question 10, on vous demande ensuite de faire un petit calcul, hein, après avoir remarqué que la vitesse du paquet d'ondes, je me rends compte que c'est pas très bien écrit, il manque le E à onde. On va faire le calcul et on va comparer les résultats de nos mesures avec cette fois-ci la vitesse du paquet d'ondes et on va voir que l'accord est bien meilleur. Donc question 9. Donc je fais les trois questions hein, les unes après les autres, en enfilade on va dire. Alors question 9a,
On a le signal fois la fonction g qui s'écrit oméga 1 moins oméga 2 sur 2 fois t moins k1 moins k2 sur 2 fois t. Alors, sachant que la fonction g c'est un cosinus, mais bon, peu importe, ça c'est pas très grave. Et on utilise le résultat qu'on a obtenu précédemment, la vitesse du paquet d'ondes, c'est alpha sur bêta. Voilà, je mets des guillemets, hein. C'est alpha sur bêta. Confère question 7. Question 7. Et donc, alpha, c'est ce qui avait en facteur du temps. Bêta, c'était ce qui est en facteur de x. Je me rends compte que j'ai fait une petite erreur de recopie. Ici, c'est x. Donc, je me retrouve avec oméga 1 moins oméga 2 sur 2 sur k1 moins k2 sur 2. Je simplifie et j'ai l'expression de la vitesse du paquet d'ondes comme un taux d'accroissement en fait. Et un peu plus tard, je vais dire que ce taux d'accroissement, je pourrais l'assimiler à la dérivée à condition que oméga 1 soit assez proche, soit proche d'oméga 2. Donc ça répond à la question. Question petit b dans la foulée. Cette fois-ci, le signal, c'est une fonction f de k1 plus k, oméga 1 plus oméga 2 sur 2 fois le temps, moins k1 plus k2 sur 2 fois x, fois la fonction g. Donc cette fois-ci, là on a la partie qui varie rapidement en fonction de x. Donc là, tout ça c'est indiqué dans l'énoncé, hein, il faut lire l'énoncé. Donc il s'agit des ondes qui sont dans l'enveloppe. Et donc la vitesse des ondes à l'intérieur de l'enveloppe, donc je vais utiliser le même résultat que tout à l'heure, hein, c'est alpha sur bêta, et c'est égal à oméga 1 plus oméga 2 sur 2, facteur de k1 plus k2 sur 2. Donc on va simplement simplifier un petit peu. Voilà, donc c'est oméga 1 plus oméga 2 sur k1 plus k2. Donc en gros c'est du oméga sur k, hein, tout simplement. Et enfin question C, on vous demande, mais dans ces vitesses là, quelle est la vitesse du paquet d'ondes? Bon c'est évident, hein. La vitesse du paquet d'ondes est celle qu'on a obtenue à la question grand A. Voilà, donc j'ai répondu à la question 9. On va pouvoir passer à la question 10. Alors, quelle est-elle? Il faut justifier que en fait, la vitesse du paquet d'ondes, c'est la dérivée d'oméga par rapport à k, donc ça c'est assez facile. Et la question 11, c'est d'utiliser le résultat qu'on a obtenu précédemment pour calculer cette dérivée. Et ensuite, on va comparer cette fois-ci les résultats de nos mesures avec cette nouvelle expression de la vitesse. Alors, question 10. Alors, on va simplement dire que la vitesse du paquet d'ondes s'exprime comme un taux d'accroissement. Voilà. Je rappelle son expression, hein, la vitesse du paquet d'ondes, c'est oméga 1. Ça fait la troisième fois que je l'écris, hein. Donc c'est K1 moins K2. Donc si on le représente
Si on fait un petit schéma, un petit graphique, ça donne ceci. Donc j'ai oméga en fonction de k. Oméga en fonction de k. Donc ça fait une courbe, disons, qui ressemble à ça. Et si je prends oméga 1 ici, par exemple, on va dire oméga 1 comme ceci, et oméga 2, enfin, je vais le placer ici. Donc là, on aurait oméga 1 ici, oméga 2 ici, K1 et K2. Et en fait, ce qu'on a, c'est du coup le taux d'accroissement, oméga 1 moins oméga 2 sur K1 moins K2, c'est le taux d'accroissement. Donc en fait, c'est la pente de la droite qui est ici. Donc la pente, c'est la vitesse du paquet d'ondes. Et si je prends oméga 1 assez proche d'oméga 2, ben en fait je vais pouvoir confondre la dérivée avec le taux d'accroissement. Alors c'est même la définition de la dérivée. Donc si oméga 1 est assez proche d'oméga 2 et oméga 2 sont proches, alors la vitesse du paquet d'ondes on peut l'assimiler, on peut dire que c'est la dérivée en fait. Donc dit autrement, le taux d'accroissement est à peu près égal à la dérivée. Voilà. Donc ça, au niveau de la justification, bon, il n'y a pas, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre hein, pour justifier ça. Question suivante, ben on vous demande de faire le calcul. Donc je fais la question 11. On va calculer d2 oméga sur d2t. Donc on rappelle l'expression qu'on avait obtenue entre oméga et k. Donc c'est oméga carré, c'est 2 oméga 0 carré, 1 moins cosinus de k. Alors, si vous connaissez bien vos formules Trigo, en fait 1 moins cosinus ka, c'est 2 sinus carré de k sur 2. Bon. Je vais faire comme si je ne l'avais pas vu ce truc là. Donc je vais faire bêtement les calculs. Donc oméga c'est racine de 2, oméga 0 carré, racine de 1 moins cosinus de k. Bon, je vous avoue que si vous ne remarquez pas que 1 moins cosinus k peut s'écrire comme le carré d'un sinus, ça complique les calculs. C'est ce que je suis en train de faire. Mais bon, après tout, vous n'êtes pas... c'est pas le genre de truc si évident que ça, donc vous pouvez très bien passer à côté. Je calcule d2 oméga sur d2k. Donc ça fait racine de 2 oméga 0. Ça c'est un terme qui est en facteur, donc je le réécris. Enfin, je le réécris, il est toujours en facteur. Et quand je dérive, c'est une dérivée composée, hein, je me retrouve avec 1 moins cosinus de Ka. Je vous rappelle que c'est un petit résultat de la dérivée de racine de U. C'est U' sur 2 racines de U. J'utilise ce résultat-là. C'est une dérivée composée, donc ici j'ai un facteur 2 qui sort. Et là j'ai la dérivée de cosinus par rapport à k, donc ça fait, enfin moins cosinus par rapport à k, donc ça fait sinus ka, et il y a le a qui sort. Donc j'ai ce résultat là. Et ça c'est la vitesse du paquet d'ondes.
Et ce que j'aimerais obtenir, c'est la vitesse du paquet d'onde en fonction de oméga. Hein, puisque si je regarde le sujet, l'expression, voilà, ce graphe-là, hein, la vitesse du paquet d'onde, c'est en fonction d'oméga. Donc j'aimerais bien avoir l'expression en fonction d'oméga et donc me débarrasser de K. Donc on remplace K par son expression. Alors ce qu'on a, c'est, en fait on l'a au-dessus, 1 moins cosinus Ka, c'est égal à oméga sur racine de 2 oméga 0. Racine. Donc tout le terme au dénominateur, en fait, il va pas poser de problème. Et on a aussi, ça on l'avait obtenu dans une question précédente, K c'est 1 sur A arc cosinus de 1 moins oméga carré sur 2 oméga 0 carré. Les deux formules qui sont là sont équivalentes. C'est juste une réécriture qui fait que je vais gagner un petit peu en calcul. Je vais pouvoir directement remplacer racine de 1 moins cosinus K. Donc ça me donne dd oméga sur d2k. dd oméga sur d2k. Racine de 2 oméga 0. Au dénominateur, je vais me retrouver avec 2 oméga sur racine de 2 oméga 0. C'est le racine de 1 moins k, 1 moins cosinus de k, et le sinus ka, bah ça va donner sinus ka, c'est arc cosinus de 1 moins oméga carré sur 2 oméga 0 carré. Donc là ça va bien s'arranger parce qu'un sinus de arc cosinus, en fait je connais l'expression, et en fait on va arriver à une expression qui s'arrange bien. Voilà, je vais continuer mon calcul. Alors je vais utiliser le résultat suivant, sinus de arc cosinus de, on va dire, de x, c'est racine de 1 moins x carré. Alors je vais le démontrer rapidement, ce résultat. Je sais que sinus carré plus un cos carré, je vais écrire en dessous, sinus carré de quelque chose, plus cos carré de cette même chose, ça fait 1. Et si ici je mets arc cosinus de x, ben, ici il faut que je mette arc cosinus de x, et je sais que ça fait x, hein, puisque arc cosinus est la fonction inverse. Du coup j'ai sinus carré de arc cosinus de x qui est égal à 1 moins x carré. Alors ici c'est x carré, hein, puisque le cosinus est au carré. Et finalement j'ai mon résultat, hein, sinus de arc cosinus de x, c'est racine de 1 moins x carré. Donc finalement j'ai le résultat suivant, donc d2 oméga sur d2k. Et donc là je précise, hein, la première équation, c'est, je rappelle la dernière équation que j'ai écrite. Ça fait tous les deux simplifient. Hein, le racine de 2 oméga 0 qui est le dénominateur du dénominateur se retrouve au numérateur. Alors je le détaille ici, mais en principe voilà, vous pourriez y arriver. Ici je précise que c'est A fois sinus, hein, c'est pas arc sinus.
Donc c'est racine de 1 moins x carré, donc c'est tout ça. Alors ici on a le calcul suivant à mener. Donc là il faut faire attention parce que je pense qu'il y a moyen de se tromper. Le terme qui est là, c'est mon x dans la formule de tout à l'heure. Ça veut dire que ici, je vais me retrouver avec 1 moins x au carré. Donc c'est tout ça. Donc il y a du carré dans du carré. Voilà, donc ça complexifie un petit peu le calcul. Bon, c'est pas si compliqué que ça, mais on fait facilement des erreurs. Parce qu'il y a du carré de carré, il y a une racine. Donc c'est le genre de calcul où on fait facilement une petite erreur. Alors, j'ai racine, donc je développe ce qu'il y a dans la racine. J'ai 1 moins 2 fois 2ab, donc ça fait oméga carré sur oméga 0 carré, plus oméga carré, oméga puissance 4 sur 4 oméga 0 puissance 4. Je vois que j'ai une simplification entre ces termes-là. Ils vont simplifier et il me reste d d'oméga sur d de k qui est égal à oméga 0a sur 2 racine de oméga carré sur oméga 0 carré moins oméga puissance 4 sur 4 oméga 0 puissance 4. Je peux mettre je me rends compte que j'ai oublié, j'ai fait une erreur de recopie, ici c'est un oméga. Donc c'est ce que je vous disais, quand vous avez un calcul comme ça qui se complexifie un petit peu, parfois on fait des erreurs juste de recopie. Donc il faut régulièrement vérifier vos calculs. Je peux mettre en facteur oméga sur oméga 0. Donc il va me rester dans la parenthèse 1 moins oméga carré sur 4 oméga 0 carré, sauf erreur. Et donc j'ai une simplification, puisque l'oméga 0 ici et l'oméga là se simplifient, et j'ai finalement... Alors je me rends compte que le résultat que j'ai n'est pas homogène. Donc en fait l'erreur, ça y est, je l'ai trouvé, c'est ici on a oméga 0 carré, ici là et là. Du coup il reste un oméga 0 au numérateur. Voilà, donc j'ai corrigé. Je continue mon calcul. Alors si j'avais remarqué, si j'avais utilisé le fait que 1 moins cosinus k c'est du 2 sinus carré, ça aurait été beaucoup plus simple le calcul, mais bon voilà, j'ai fait comme si je l'avais pas vu. Et je me retrouve avec racine de 1 moins oméga sur 2 oméga 0 au carré. Et ça c'est la vitesse de phase. Donc la vitesse, excusez-moi, c'est pas la vitesse de phase, c'est la vitesse du paquet d'ondes, c'est d oméga sur d2k. Donc on a une expression qui est différente. Le graphe il est tracé dans le sujet et on va replacer les points que j'avais obtenus et constater que cette fois-ci ça marche bien. Alors avant de passer à la question 12, je me rends compte que il y a une partie de la question 11 à laquelle je n'ai pas répondu. On vous demande est-ce que le paquet d'ondes va se déformer au cours de la propagation. Donc la réponse est oui. Donc le paquet d'ondes se déforme au cours de la propagation.
On le voit en fait dans les courbes tracées lorsque oméga vaut 18 radians par seconde, on voit bien que le paquet d'ondes il a changé de forme, il s'est un peu étalé. Donc ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, hein. Il faut forcément, la réponse est ça. Donc le paquet d'ondes se déforme au cours de la propagation. Et la raison à ça, c'est le fait que la vitesse des ondes dépend de leur fréquence. Car la vitesse des ondes, dépend de leur fréquence. Si c'était le cas pour les ondes sonores, bon, c'est très embêté parce que le son, si on était un peu trop éloigné, le son serait franchement déformé et ça deviendrait incompréhensible, ce qui n'est pas le cas heureusement, parce que la vitesse des ondes sonores ne dépend pas de la fréquence. Là, dans cet exercice, la vitesse dépend de la fréquence, ou oméga si vous voulez, hein, puisque oméga et f sont reliés, sont égaux à un facteur de pi près. Donc si je finis la phrase, le paquet d'ondes se déforme au cours de la propagation, car la vitesse des ondes dépend de leur fréquence. Il suffit simplement de dire ça. Je vais placer maintenant les mesures que j'ai faites sur cette courbe-là. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps et je vais constater que ça marche bien. Voilà, j'ai fait tous les tracés. Donc le premier point, il est ici. Le deuxième point, il est là. On voit que c'est quand même assez imprécis, hein. Le troisième point, il est là. Donc là, on suit beaucoup mieux la courbe. Et le quatrième point, il est là. Donc cette fois-ci, on constate que l'accord est bien meilleur. Même si on a des points qui dévient. Alors ce qu'on peut voir, c'est que des fois je suis en dessous, des fois je suis au-dessus de la courbe. Donc je peux mettre ça sur le compte d'une mesure qui est pas très bien faite, hein. Donc on constate un meilleur accord. Oui, je vais être optimiste. On constate un bon accord aux erreurs de mesure près. Aux erreurs. Comme ça je me couvre. Aux erreurs de mesure près. Entre l'expression, enfin la courbe théorique et les relevés qu'on a pu faire. Entre la courbe théorique en bleu très continu, et les relevés de vitesse à partir des chronogrammes, et le relevé de vitesse à partir des chronogrammes. Il me semble que c'était la question 6, sauf erreur. Question 6. Oui, c'est bien ça, c'est la question 6. Alors j'ai souvenir que dans la correction précédente, j'étais un peu meilleur que ça. Ça a collé un petit peu mieux au niveau de la courbe. Donc comme quoi ça dépend, le relevé est un peu délicat et donc en particulier ça ne servait à rien de mettre plein de chiffres significatifs. Je crois que j'en avais pris 4. Bon, c'était clairement de trop. Et il me semble que je